Ma femme m'a mis à la porte après avoir cru au mensonge de son fils, mais 3 semaines plus tard, elle m'a demandé si j'avais réfléchi, alors je lui ai tendu les papiers du divorce et son fils a complètement pété les plombs. Je suis debout dans l'allée de mon garage, regardant mes vêtements volés par la fenêtre du premier étage, et je n'arrive toujours pas à réaliser ce qui est en train de se passer. Ma femme, Sophie, hurle depuis là-haut, le visage rouge d'une rage que je ne lui avais jamais vue, m'ordonnant de dégager de sa maison. Ce matin encore, nous prenions le café ensemble, ce matin encore, tout allait bien, mais maintenant, son fils de 17 ans, Léo, se tient derrière elle avec cette expression sur le visage que je n'arrive pas tout à fait à décrypter, quelque chose entre le triomphe et la fausse inquiétude. Il pose sa main sur son épaule comme pour la réconforter, mais ses yeux croisent les miens pendant une seconde à peine, et je jurerais y voir un petit sourire en coin. Laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer comment je me suis retrouvé dans ce cauchemar. J'ai rencontré Sophie il y a 4 ans dans un café où elle travaillait comme gérante, c'était une veuve magnifique et douce qui avait perdu son mari d'un cancer 3 ans plus tôt. Léo avait 13 ans à l'époque, un gamin silencieux qui semblait perdu sans son père. Et les amis, avant de continuer la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Je suis tombé amoureux de Sophie très vite et très fort, nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne la demande en mariage, et elle a dit oui les larmes aux yeux. J'ai promis à elle et à Léo que je n'essaierai jamais de remplacer son père, mais que je serai toujours là pour eux deux. Les 2 premières années ont été franchement géniales, Léo était distant avec moi, c'est sûr, mais je comprenais, je ne l'ai jamais forcé, jamais exigé qu'il m'appelle papa ou quoi que ce soit de ce genre. Je l'aidais avec ses devoirs quand il demandait, je le conduisais chez ses potes, je payais son forfait téléphone et ses fringues. J'ai acheté une maison plus grande pour qu'il puisse avoir son propre espace. Sophie était heureuse, nous étions heureux, et je pensais que Léo s'adaptait, mais avec le recul, je vois maintenant quand les choses ont commencé à changer, quand le poison a commencé à s'infiltrer. Il y a environ 8 ou 9 mois, Léo a commencé à faire ses petites remarques à sa mère, je les entendais parfois quand j'entrais dans une pièce, des petites choses qui semblaient gentilles en surface mais qui avaient un double sens. Il lui disait à quel point elle était belle, qu'elle pourrait être mannequin, qu'elle méritait quelqu'un qui la traite comme une reine, et je pensais que c'était juste un gamin qui complimentait sa maman, ou alors il évoquait son père décédé chaque fois que Sophie et moi fixions une limite, disant que son père l'aurait laissé faire ce qu'il voulait. Au début, Sophie l'arrêtait fermement, lui disant d'arrêter, que j'étais bon avec eux, mais les commentaires continuaient, subtils et constants, comme de l'eau qui goutte sur une pierre. Il demandait pourquoi il devait suivre mes règles dans ce qu'il appelait leur maison. J'ai essayé d'en parler à Sophie, suggérant que Léo avait peut-être du mal à s'adapter, mais elle a balayé ça d'un revers de main comme étant une crise d'ado typique. Mais j'ai remarqué qu'elle me regardait différemment parfois, comme si elle m'étudiait, cherchant quelque chose. Puis, il y a environ 4 mois, les choses sont devenues plus bizarres, Léo devenait une personne complètement différente selon que sa mère était dans la pièce ou non. Quand Sophie était là, il riait et plaisantait avec moi, agissant comme si on était potes, mais dès qu'elle partait, son visage devenait inexpressif, complètement neutre, comme si je n'existais pas. J'essayais d'engager la conversation, de suggérer des activités à faire ensemble, et il me donnait juste ses réponses plates en un mot. Puis Sophie revenait et soudain, il s'animait à nouveau. Je commençais à me sentir fou, comme si j'imaginais tout ça. La véritable explosion a commencé il y a 3 mois quand Léo m'a demandé une voiture, pas n'importe laquelle, mais une BMW à 35 000 € comme celle de son pote. Je l'ai assis et lui ai expliqué que c'était trop d'argent, qu'on pouvait lui trouver une voiture d'occasion fiable pour environ 10 000 € et qu'il pourrait prendre un petit boulot pour aider avec l'assurance. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé, puis il est parti en trombe dans sa chambre où je pouvais l'entendre pleurer. Ce soir-là, Sophie a été glaciale, demandant s'il était vraiment nécessaire de lui refuser ça, soulignant tout ce qu'il avait traversé et demandant si ça me tuerait de lui donner juste cette chose. J'étais choqué parce que 35 000 € pour la première voiture d'un ado, c'était objectivement dément, mais elle s'est juste détournée et a dit que je ne comprenais pas ce que c'était que d'être sa mère. Après cet incident, tout a changé comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Léo a commencé à avoir ces conversations chuchotées avec sa mère qui s'arrêtait brusquement quand j'entrais dans la pièce. Sophie a commencé à me questionner sans raison, me demandant si j'aimais vraiment Léo, pourquoi il sentait que j'étais différent quand elle n'était pas là. J'ai essayé de me défendre, expliquant que j'étais exactement la même personne tout le temps, mais elle contrait en demandant pourquoi son fils mentirait. Les disputes sont devenues régulières.
Léo prétendait que je lui avais dit quelque chose de dur, et Sophie me confrontait à ce sujet. Chaque fois que j'essayais de me défendre, elle demandait si je traitais son fils de menteur, et je me sentais complètement piégé. J'ai réalisé qu'il jouait parfaitement son coup, faisant des affirmations vagues impossibles à réfuter, construisant ce récit de moi comme un abuseur à deux visages qui ne montrait ses vraies couleurs que lorsque nous étions seuls. Puis, il y a 2 semaines, tout a explosé de la pire des manières. Je suis rentré du travail et Sophie m'a attrapé le bras, la voix tremblante, en disant qu'il fallait qu'on parle de ce qui s'était passé avec Léo. J'ai eu une boule au ventre parce que je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Elle a relevé la manche de Léo pour me montrer un bleu sur son avant-bras, les larmes aux yeux, elle m'a dit qu'il avait dit que je l'avais attrapé, que je devenais agressif quand elle n'était pas à la maison. Mon monde a basculé et j'ai senti la panique monter dans ma poitrine parce que je n'avais jamais levé la main sur ce gamin. Je criais maintenant, désespéré, mais elle a reculé comme si j'étais dangereux. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas voulu croire Léo, que pendant des mois elle s'était dit qu'il n'était qu'un ado dramatique, mais que les choses qu'il lui racontait étaient trop précises et trop cohérentes pour être ignorées. J'ai attrapé ses mains, la suppliant de réfléchir si elle m'avait déjà vu être violent en 4 ans de vie commune, mais elle s'est dégagée et a dit que c'était ce qui rendait la chose si effrayante, que Léo prétendait que j'étais comme 2 personnes différentes. C'est là que j'ai vu Léo regarder depuis l'escalier, et pendant une fraction de seconde, son expression était complètement neutre, presque curieuse, comme s'il observait une expérience scientifique pour voir comment ça tournerait. Puis il a vu que je le regardais et son visage s'est instantanément froissé de peur. Il a dévalé les escaliers en appelant sa maman, disant qu'il avait entendu des cris et la suppliant de ne pas me laisser lui faire du mal. Cette performance a été ce qui a complètement brisé Sophie. Elle m'a dit de faire un sac et de partir, que jusqu'à ce qu'elle puisse tirer les choses au clair et s'assurer que son fils était en sécurité, je devais partir. J'ai fait mes valises les mains tremblantes, l'esprit en vrac, essayant de comprendre comment mon mariage venait d'imploser. Alors que je chargeais ma voiture, j'ai levé les yeux une dernière fois et je les ai vus à la fenêtre. Léo avait son bras autour de sa mère, la réconfortant comme un fils dévoué, mais quand il a pensé que je ne pouvais pas voir son visage clairement, il regardait son téléphone en souriant. C'est là que j'ai su avec une certitude absolue, ce n'était pas un malentendu ou un gamin qui faisait une crise, c'était calculé et planifié. Et alors que je conduisais vers la maison de mon frère Julien avec toute ma vie dans des sacs poubelles sur la banquette arrière, une question ne cessait de se répéter dans mon esprit comme un marteau, depuis combien de temps ce gamin de 17 ans planifiait-il de détruire mon mariage, et surtout, pourquoi? J'ai passé la première semaine chez mon frère en état de choc total, mangeant à peine, dormant à peine, repassant tout dans mon esprit encore et encore. Mon frère Julien me répétait de me battre, d'appeler Sophie, de la forcer à écouter, mais à quoi bon quand elle avait déjà décidé que j'étais le monstre de l'histoire? J'ai dû l'appeler 50 fois cette première semaine, et chaque appel tombait directement sur la messagerie. Je lui ai envoyé des SMS la suppliant de me laisser parler, d'expliquer, de lui montrer que quelque chose clochait dans l'histoire de Léo, mais elle n'a jamais répondu. La 2e semaine, le choc a commencé à s'estomper et quelque chose d'autre a pris sa place, quelque chose de froid et d'analytique. J'ai commencé à penser à tous ces petits moments au cours des derniers mois, toutes ces interactions bizarres qui n'avaient pas de sens sur le moment, la performance de Léo dans l'escalier, cette fraction de seconde de curiosité avant qu'il ne joue la terreur. C'était trop fluide, trop répété. Ce bleu sur son bras était apparu au moment parfait, juste après notre plus grosse dispute à propos de la voiture, et ses conversations chuchotées avec sa mère qui s'arrêtait quand j'entrais. De quoi lui avait-il rempli la tête pendant tous ces mois? J'ai réalisé que j'avais besoin d'aide, d'une vraie aide professionnelle, parce que si Léo manipulait la situation depuis tout ce temps, j'avais besoin de preuves. J'ai d'abord appelé une avocate, Maître Dubois, spécialisée en droit de la famille, qui m'avait été chaudement recommandée. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes, et quand j'ai fini, elle m'a regardé sérieusement. « Êtes-vous propriétaire de la maison ?» a-t-elle demandé. Je lui ai dit que oui, je l'avais achetée avant le mariage avec mon propre argent, donc c'était un bien propre. Elle a hoché la tête et a dit que c'était bien, que ça me donnait un levier, mais que nous devions agir rapidement sur les papiers du divorce si c'est ce que je voulais. Je lui ai dit que je n'étais pas encore sûr, qu'une partie de moi espérait encore que Sophie retrouverait la raison, et elle m'a fait un sourire triste. D'après mon expérience, quand quelqu'un choisit de croire le pire sur vous sans preuve, il a déjà fait son choix, a-t-elle dit. Ça m'a fait mal, mais je savais qu'elle avait raison. Ensuite, j'ai engagé un détective privé, un type nommé Marc, spécialisé dans les cas d'infidélité et de fraude.
Je me sentais ridicule au début, comme si j'étais paranoïaque, mais je lui ai tout raconté sur le comportement de Léo, la manipulation, les mensonges. Marc n'a pas semblé surpris du tout, il m'a dit qu'il avait déjà vu des cas comme ça, des gamins qui manipulaient leurs parents lors de divorce ou dans des familles recomposées. Les ados peuvent être des manipulateurs incroyablement sophistiqués quand ils veulent quelque chose, a-t-il dit. Laissez-moi d'abord regarder les finances, voir s'il y a une trace d'argent, car c'est généralement le cas. Il a fallu moins d'une semaine à Marc pour trouver la première bombe, notre compte joint, celui que Sophie et moi avions mis en place pour les dépenses du ménage et l'épargne, se vidait depuis près de 6 mois. 8 000 € au total, retirés par petits montants pour que je ne le remarque pas alors que je faisais des semaines de 60 heures. Les dépenses concernaient du matériel de gaming, des vêtements de marque, de l'électronique, des commandes Uber Eats parfois 2 fois par jour, et tout cela remontait à Léo. Mais voici ce qui m'a glacé le sang, Sophie devait être au courant. Plusieurs de ces dépenses nécessitaient une validation parentale, et il y avait des relevés bancaires montrant qu'elle transférait de l'argent de notre épargne pour couvrir les découvertes créées par Léo. Elle me l'avait caché, le couvrant, probablement parce qu'elle savait que je dirais non à ce genre de dépenses frivoles. Marc a trouvé autre chose aussi, il a sorti notre dossier de crédit et a découvert que Sophie avait fait une demande de carte de crédit à son nom seul il y a 2 mois, juste au moment où la campagne de Léo contre moi s'était intensifiée. Elle l'avait plafonné presque immédiatement, encore 4 000 €, principalement pour des trucs pour Léo. Quand Marc m'a montré les preuves, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas seulement Léo qui manipulait sa mère, Sophie me trompait activement aussi, choisissant son fils au détriment de notre mariage et de notre avenir financier. Mais la véritable mine d'or est arrivée quand Marc a suggéré de regarder les réseaux sociaux et l'empreinte numérique de Léo. Il avait un contact qui pouvait accéder aux messages et posts effacés, tout à fait légalement avec les bons outils. Je lui ai donné le feu vert même si ça semblait intrusif, car j'avais besoin de connaître la vérité. Ce que nous avons trouvé était dévastateur. Des messages entre Léo et ses amis remontant à près d'1 an parlaient de son plan. Ma mère commence à douter de lui, disait un message, je dois juste pousser un peu plus fort et le vieux sera parti. Dans une autre conversation, Léo a littéralement écrit sa stratégie, maman me croit toujours quand je pleure, c'est tellement facile. Il a dit à son ami Lucas qu'il y avait aussi des messages sur la voiture, sur le fait que j'étais un radin qui ne comprenait pas que Léo méritait de belles choses. Mais le pire message, celui qui a rendu tout clair comme de l'eau de roche, daté d'il y a 3 semaines, juste avant que tout n'explose, presque arrivé, avait écrit Léo, j'ai préparé le bleu. Je vais le montrer à maman ce soir. Ça devrait être le dernier clou du cercueil. Il avait planifié un bleu, il s'était délibérément blessé pour me piéger. Marc a aussi trouvé une vidéo, cachée dans le stockage cloud de Léo, probablement enregistrée par accident. Elle montrait Léo dans sa salle de bain, frappant son propre avant-bras contre le bord du lavabo, grimaçant, mais recommençant encore et encore jusqu'à ce qu'un bleu sombre se forme. Ça a intérêt à marcher, marmonna-t-il pour lui-même dans la vidéo. Je suis resté assis là, regardant ce gamin de 17 ans s'automutiler pour détruire mon mariage, et je me suis senti physiquement malade. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Que avais-je fait pour mériter ce niveau de cruauté calculée? Puis Marc m'a montré la dernière pièce du puzzle, des messages entre Léo et son meilleur ami sur leur plan pour après le divorce. Une fois qu'ils seront séparés, maman voudra quitter cette ville ennuyeuse, écrivait Léo, elle vendra la maison et on pourra enfin déménager en ville où tout se passe vraiment. En plus, sans lui dans les parages, elle aura plus d'argent à dépenser pour moi. Tout était question d'argent et de localisation. Léo voulait une vie différente, une vie plus excitante en ville où ses amis avaient déménagé, et j'étais l'obstacle. La maison était à mon nom, donc Sophie ne pouvait pas la vendre tant que nous étions mariés, mais si nous divorcions, Léo s'imaginait qu'elle voudrait prendre un nouveau départ ailleurs, et il obtiendrait enfin ce qu'il voulait. J'avais tout, la fraude financière, les messages manipulateurs, la vidéo de lui créant le bleu, tout. Maître Dubois a tout examiné et m'a dit que c'était plus que suffisant pour un divorce avec un règlement très favorable, mais elle m'a prévenu qu'exposer la manipulation de Léo pourrait endommager ma relation avec Sophie de façon permanente. J'ai failli rire, parce que quelle relation? Cette femme m'avait jeté dehors sur la base de mensonges sans même me donner une chance de me défendre. Ce soir-là, 3 semaines après qu'elle m'ait mis à la porte, j'ai finalement reçu un SMS de Sophie. As-tu eu le temps de réfléchir à ton comportement, disait-il. Léo dit qu'il est prêt à te donner une autre chance si tu t'excuses auprès de lui et t'engages à faire mieux.
On peut discuter de ton retour à la maison si tu as vraiment réfléchi à ce que tu as fait. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Elle ne demandait pas si j'allais bien, elle ne s'excusait pas de ne pas avoir écouté ma version, elle exigeait que je m'excuse auprès du gamin qui avait orchestré tout ce cauchemar. J'ai répondu par SMS juste 4 mots, viens demain, 15 heures. Elle a répondu immédiatement, est-ce que ça veut dire que tu es prêt à arranger les choses? Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai passé le reste de la nuit à organiser toutes les preuves dans un dossier, imprimant les messages, les relevés bancaires, tout. Demain, Sophie allait apprendre la vérité sur son fils, et notre mariage allait prendre fin, il n'y avait pas de retour possible après ça. Sophie est arrivée au café à 15 heures précises, et je l'ai regardée à travers la vitrine alors qu'elle garait sa voiture. Elle avait l'air fatiguée, plus mince que dans mes souvenirs, avec des cernes sous les yeux que le maquillage n'arrivait pas tout à fait à cacher. Pendant un instant, j'ai ressenti une douleur liée à l'amour que j'avais eu pour elle, mais ensuite je me suis souvenu des 3 dernières semaines de silence, des accusations, de la façon dont elle avait choisi de croire le pire de moi sans poser de questions. Elle s'est dirigée vers l'entrée avec cette expression sur le visage, mi-impatiente, mi-nerveuse, s'attendant probablement à ce que je sois brisé et plein d'excuses. J'avais choisi ce café délibérément parce que c'était un terrain neutre, un lieu public où aucun de nous n'avait l'avantage, et je voulais des témoins pour ce qui allait se passer. Elle m'a repéré à une table au fond et s'est avancée, se glissant sur le siège en face de moi avec un sourire prudent. Le café était assez animé pour que nous ayons de l'intimité, mais pas si vide que nous soyons seuls, et je m'étais positionné pour pouvoir voir le parking par la fenêtre. Elle a commencé à parler presque immédiatement de la façon dont elle et Léo avaient discuté, comment peut-être si j'étais prêt à aller en thérapie et à travailler sur mes problèmes de colère, nous pourrions trouver un moyen d'avancer. Je l'ai laissé parler pendant environ 30 secondes avant de lever la main pour l'arrêter et de faire glisser un grand dossier cartonné sur la petite table. Elle l'a regardé, confuse, puis m'a regardé avec des questions dans les yeux. Je lui ai dit de l'ouvrir, ma voix plate et sans émotion. Elle a hésité, puis a pris le dossier avec des mains tremblantes. La première chose qu'elle a vue, c'était les papiers du divorce, officiels et déjà signés par mon avocate. Son visage est devenu blanc, et elle m'a regardé avec un véritable choc, commençant à dire on pourrait arranger ça, je lui ai juste dit de continuer à regarder. Elle a feuilleté les pages, et j'ai vu son visage changer alors qu'elle voyait les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, les dépenses surlignées qui montraient 8 000 € de notre argent dépensé par Léo. Elle a essayé d'expliquer, mais je l'ai coupé et lui ai dit de continuer. Puis elle est arrivée aux messages imprimés, les conversations de Léo avec ses amis, où il avait exposé toute sa stratégie de manipulation. J'ai vu le moment exact où elle a lu les mots que son fils avait écrits sur la facilité avec laquelle il lui faisait croire n'importe quoi, comment le vieux serait bientôt parti. Ses mains ont commencé à trembler et elle continuait de secouer la tête comme si elle pouvait nier ce qui était juste devant elle. Elle a chuchoté que ça ne pouvait pas être réel, que ça pouvait être faux. C'est là que j'ai sorti mon téléphone et lancé la vidéo avec le volume assez bas pour que seule elle puisse entendre. La voix de Léo est sortie clairement alors qu'il frappait son propre bras contre le lavabo encore et encore, créant le bleu qu'il avait montré à sa mère. Le visage de Sophie s'est effondré, et elle a laissé tomber les papiers sur la table, la main sur la bouche. Elle marmonnait qu'il lui avait dit que je l'avais attrapé, qu'il avait pleuré et semblait si effrayé. Je l'ai interrompu pour lui expliquer froidement qu'il s'était joué d'elle, que pendant des mois il avait systématiquement détruit notre mariage parce qu'il voulait qu'elle vende ma maison et déménage en ville avec lui, et que tout était là dans les messages. Elle sanglotait maintenant, essayant de rester discrète dans ce lieu public, tout son corps tremblant alors qu'elle essayait de réaliser que son fils avait orchestré tout ce cauchemar. Puis elle a demandé pourquoi je ne lui avais pas fait voir, pourquoi je ne lui avais pas dit, et cette question a brisé quelque chose en moi. Je lui ai dit que j'avais essayé, que je l'avais supplié de me parler, mais qu'elle avait choisi de croire Léo sans preuve, sans même demander ma version de l'histoire. Elle m'avait jeté hors de ma propre maison sur la base de mensonges. Elle a tendu la main à travers la table pour prendre la mienne, mais je me suis reculé et elle a dit désespérément qu'elle protégeait son enfant, demandant ce qu'elle était censée faire. « Tu étais censée être ma femme, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement avant que je ne me reprenne en me rappelant où nous étions. Tu étais censé me donner le bénéfice du doute après 4 ans de mariage. » Les mots qui ont suivi étaient ceux que je retenais depuis 3 semaines. Je lui ai dit qu'elle était censée poser des questions, exiger des preuves, quelque chose, mais elle ne l'a pas fait parce qu'au fond, elle avait déjà choisi Léo plutôt que moi. La vérité flottait dans l'air entre nous, douloureuse et indéniable. Elle avait fait son choix des semaines auparavant,
peut-être même des mois auparavant quand le poison chuchoté par Léo avait commencé à agir sur elle, et je n'étais que le dommage collatéral. C'est à ce moment-là que la porte du café s'est ouverte avec force et que Léo est entré. Il avait attendu dans la voiture dehors et apparemment ne supportait pas de ne pas savoir ce qui se passait. Il nous a repérés immédiatement et a foncé vers notre table, le visage rouge de colère, exigeant de savoir ce que je faisais à sa mère. Puis il a vu les papiers éparpillés sur la table et son expression a changé. Pendant une seconde, j'ai vu une vraie peur avant qu'il n'essaie de récupérer le coup et de dire à sa mère que tout ce que je disais était un mensonge, que j'essayais de la monter contre lui. J'ai pris mon téléphone et tourné l'écran vers lui montrant sa propre vidéo en train de créer le bleu. Son visage est passé par une série d'émotions en succession rapide, choc, panique, puis finalement colère. Il a dit fort que j'avais fouillé dans ses affaires, que je n'avais aucun droit, et les gens dans le café commençaient à nous regarder. J'ai gardé ma voix calme et lui ai dit qu'il m'avait accusé à tort de maltraitance, donc j'avais tous les droits. Sophie fixait son fils comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant, sa voix se brisant alors qu'elle le suppliait de lui dire que ce n'était pas vrai, qu'il n'avait pas fait ça. Et c'est là que le masque de Léo est finalement tombé complètement. Et alors, si je l'ai fait, a-t-il dit, sa voix devenant plus forte et attirant plus d'attention. Il a dit qu'elle était malheureuse avec moi de toute façon, que j'étais ennuyeux et radin et que je n'étais pas son père, qu'ils auraient dû quitter cette ville stupide il y a 1 an. Sophie a halté comme si elle avait été physiquement frappée, ses yeux parcourant les autres clients qui nous fixaient maintenant ouvertement. Léo a continué, ne semblant pas se soucier du public, disant qu'il avait fait ce qu'il avait à faire parce que tous ses amis avaient déménagé en ville et qu'il était coincé ici à cause de moi. Il a dit à sa mère qu'elle méritait mieux que cette vie ennuyeuse, qu'ils le méritaient tous les deux, et qu'une fois qu'elle m'aurait divorcé et vendu la maison, il pourrait enfin avoir une vraie vie. Je l'ai interrompu doucement pour lui rappeler que c'était ma maison, un bien propre, et que Sophie ne pouvait pas la vendre. Son visage est devenu encore plus rouge, et il a commencé à parler de procès et de la façon dont la mère de son pote avait eu la moitié de tout dans son divorce. C'est là que j'ai vu le moment où Sophie a finalement compris ce que son fils était devenu, juste là, au milieu d'un café bondé. Elle a chuchoté qu'il avait détruit son mariage pour de l'argent et un changement d'adresse, qu'il lui avait fait croire que son mari le maltraitait pour qu'il puisse déménager près de ses amis. Léo a essayé de faire machine arrière, soudain conscient de tous les gens qui regardaient, bafouillant que ce n'était pas comme ça, qu'il voulait juste qu'ils soient heureux ensemble. J'ai coupé court à tout ça et je leur ai dit à tous les deux la réalité de leur situation. J'ai expliqué fermement mais calmement qu'ils avaient 30 jours pour trouver un endroit où vivre comme indiqué dans les papiers du divorce, et qu'après ça, je reprenais ma maison. Sophie m'a regardé avec une telle dévastation dans les yeux et a supplié pour avoir du temps pour assimiler ça, pour réparer ce qui avait été brisé. Mais j'en avais fini. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à réparer, qu'elle avait choisi de croire que j'étais un monstre sans preuve, qu'elle avait laissé son fils la manipuler pendant des mois et n'avait jamais remis ça en question une seule fois. Même maintenant, connaissant la vérité, elle me demandait une autre chance, mais la douloureuse réalité était qu'elle ne m'avait jamais donné une première chance. Elle s'est effondrée complètement, sanglotant dans ses mains tandis que Léo restait là les bras croisés, l'air provoquant et en colère, même si tout son plan s'était effondré autour de lui. Je les ai regardés, cette mère et ce fils qui avaient détruit ma confiance et mon mariage, et je n'ai ressenti que du vide là où il y avait eu de l'amour. Je me suis levé de la table, j'ai rassemblé mon exemplaire des papiers du divorce et je leur ai dit que je partais. J'ai répété qu'ils avaient 30 jours pour quitter ma maison. Sophie a essayé d'attraper mon bras, mais je me suis dégagé doucement et j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, je pouvais entendre les sanglots de Sophie et Léo commencer à se disputer avec elle, sa voix montant à nouveau alors qu'il essayait probablement de tourner ça à son avantage d'une manière ou d'une autre. Je suis sorti de ce café et je suis monté dans ma voiture. Et à travers la fenêtre, je pouvais les voir encore à la table, Sophie la tête dans ses mains, pleurant pendant que Léo gesticulait avec colère, me blâmant probablement encore pour tout, même alors que la preuve de sa manipulation était juste là devant eux. 1 mois plus tard, mon avocate m'a appelé pour confirmer qu'ils avaient déménagé à temps. Ils avaient trouvé un petit appartement de 2 pièces à l'autre bout de la ville, rien à voir avec la maison qu'ils avaient laissée derrière eux. Maître Dubois a mentionné que Sophie avait essayé de se battre pour obtenir une compensation financière, mais elle n'avait aucun fondement juridique puisque la maison était à moi avant le mariage, et qu'elle avait été complice du vol de 8 000 €. Julien m'a dit par le biais d'amis communs que Sophie était dévastée, fonctionnant à peine au travail, que Léo lui rendait la vie impossible en la blâmant de ne pas avoir agi plus vite, de ne pas avoir vendu la maison d'une manière ou d'une autre, d'avoir ruiné son plan.
Leur relation était apparemment tendue au point de rupture, Léo la traitant avec le même mépris manipulateur qu'il m'avait montré. Une partie de moi se sentait triste à ce sujet parfois, tard le soir quand ma maison était trop calme, et je me souvenais des bons moments avant que le poison de Léo ne prenne racine. Mais surtout, je ressentais un soulagement, comme si j'avais échappé belle à quelque chose qui aurait fini par me détruire. On ne peut pas construire un mariage avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui vous jettera dès que ça deviendra pratique. J'avais appris la leçon la plus dure de ma vie, une leçon qui m'avait coûté 4 ans dans un mariage que je pensais éternel. La confiance sans communication n'est pas une vraie confiance, c'est juste de la foi aveugle. Et la foi aveugle sans preuve ni question est dangereuse. Léo m'avait appris cette leçon de la manière la plus cruelle possible. Et maintenant, lui et Sophie vivaient avec les conséquences des mensonges qu'ils avaient choisi de croire et de la loyauté qu'ils avaient mal placée.